Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, il y avait une thématique qui te tient à cœur dont tu voulais nous parler. Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est le suivant, glissement sémantique et manipulation psychologique. Alors, ça va paraître des gros mots, mais ça va être très compréhensible pour les auditeurs avec l'exemple que nous avons organisé. Voilà. Il arrive très souvent dans les échanges que quelqu'un dise quelque chose et que l'autre entende autre chose que ce qui a été dit. C'est fréquent. Et en entendant autre chose, comment la personne entend autre chose, c'est très souvent qu'elle a transformé consciemment ou non consciemment, ou plus ou moins consciemment, elle a transformé une partie de la phrase de son interlocuteur. Donc j'insiste sur le fait que ces mécanismes peuvent être complètement inconscients ou peuvent être très organisés, très conscients et être l'objet de manipulations individuelles ou de groupe. Alors, on va commencer par justement une phrase que je vais dire, et puis, comme on l'a organisé, tu vas jouer le rôle qui réagit à cette phrase. J'arrive dans un magasin avec un copain et je dis, en regardant des bananes dans un bac à bananes, ah, j'ai des doutes quant à la qualité de ces bananes-là dans ce magasin. Et tu me réponds, Ah oui, en fait, tu as des doutes sur la qualité des fruits de ce magasin. voilà, premier glissement qui peut avoir lieu, c'est qu'on va passer du singulier au général. Mon copain transforme ce que je viens de dire, hein, ça s'entend. Il commence à généraliser le contenu de ce que je nomme, hein, puisqu'on passe des bananes aux fruits. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les fruits. Mais lui, pour des raisons que j'ignore, il entend que je parle des fruits de ce magasin. Alors, il peut arriver que je ne relève pas la chose et qu'on continue à marcher et à discuter. Et à ce moment-là, il peut aller plus loin et me dire, En fait, tu n'aimes pas les fruits de ce magasin. voilà. Donc, il peut glisser de j'ai des doutes à je n'aime pas. Là, carrément, on a un glissement qualitatif sur ma perception. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas, j'ai dit que j'avais des doutes. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont fait cette expérience, hein, avec même des amis proches, de voir leurs paroles transformées quant à leur perception. Hein. Ah, j'ai des doutes, je ne sais pas si je vais prendre le train. Ah, tu as peur des trains. Ah, j'ai des doutes, je ne sais pas si je vais prendre la voiture, le trajet est long. Ah, tu n'as pas envie de partir. Donc, une transformation sur la posture, le positionnement et le désir. C'est très fréquent. Eh bien, si je ne relève pas ça, à ce moment-là, la chose peut continuer. Et mon ami peut me dire, Tu n'aimes pas les produits de ce magasin. eh oui, ça peut s'accentuer parce qu'après tout, si je n'aime pas les fruits de ce magasin, sans le vouloir ou en le voulant, pour des raisons qu'on ignore, mon ami peut tout à fait décider que je n'aime pas les fruits, les produits carrément de ce magasin. Peut-être que ça l'énerve que je n'aime pas les bananes alors que lui les aime bien. Parce que souvent, ça commence comme ça. Hein. Moi, j'ai des doutes sur ces bananes. Lui, il adore ces bananes. Et comment va-t-il supporter que je puisse avoir des doutes sur un produit que lui, il adore? Pas sûr qu'il puisse supporter. Donc, il va commencer à m'agresser. Et c'est l'une des façons d'agresser l'autre que de transformer sa parole. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de m'agresser en me disant que je n'aime pas les produits, les fruits de ce magasin, voire les produits de ce magasin, que de m'agresser juste sur des bananes. Continuons. Si je ne dis rien, que se passe-t-il? En fait, tu n'aimes pas ce magasin. Et voilà. Et là, ça va être encore plus facile pour mon ami de
me critiquer ou m'agresser, parce que me critiquer ou m'agresser, mettre de l'énergie là-dedans pour des simples bananes, ça ne vaut pas le coup, surtout si je dis que j'ai juste un doute. Par contre, m'agresser au sujet d'un magasin dans lequel on va tous les deux, dans lequel il me fait la faveur de m'accompagner, ça a déjà plus de gueule, dire que j'aime pas ce magasin-là. Et si je ne relève pas, il peut même dire, De toute façon, tu n'aimes jamais rien. voilà. Et pourquoi pas aller jusque-là, hein, hein, et tout ça part du fait que ce n'est probablement pas supportable pour lui que j'ai émis le moindre doute sur la qualité d'un produit que lui adore et qui a peut-être ses faveurs. Comme ce n'est pas supportable et qu'il ne peut pas me critiquer gravement sur une question de peau de banane, d'ailleurs, c'est un bon choix, hein, il glisse sur cette peau de banane et glissement sémantique, il arrive à tu n'aimes pas ce magasin. Ce qui est complètement hors champ, parce que je n'ai jamais dit ça, bien sûr. Et bien sûr, si je ne relève pas ça, ça pourrait aller plus loin. S'il est très irrité, il peut me dire, De toute façon, tu ne m'aimes pas et moi, je t'aime pas non plus. voilà. C'est-à-dire que ça peut déboucher, hein, sur carrément le fait que j'ai des doutes sur ces bananes-là, fasse de moi quelqu'un de non aimable, voire de dangereux. Peut-être il va peut-être fantasmer que je vais dynamiter ce magasin tellement je n'aime pas les bananes. Hein. On frise le délire. On frise le délire. Euh, alors, bien sûr, les choses ne vont pas jusqu'à cet excès parfois dans les relations humaines, mais parfois oui. Mais parfois oui. Et bien sûr, vous pouvez remplacer banane par n'importe quoi. Hein. Voilà, ça peut être n'importe quel objet social, un animal, des plantes, peu importe, peu importe. Alors, pourquoi cela fonctionne comme ça? Il y a, à mon avis, deux voies d'entrée pour que cela se produise. La première voie d'entrée, de mon point de vue, c'est que mon ami, pour des raisons que j'ignore, euh, contient en lui une colère qu'il a besoin d'exprimer. Une colère ou une posture enfin, en connexion avec du rejet, avec de la distance. Voilà. Et pour des raisons que j'ignore, cet ami a à l'intérieur de lui des parties de son système psychique qui ne supportent pas la différence. Le fait que j'émette un doute sur les bananes, et alors que lui est attiré par ces mêmes bananes, eh bien, c'est insupportable. Et il y a des gens, malheureusement, pour lesquels la différence est insupportable. Donc, ça, c'est une première voie d'entrée, c'est cette espèce de colère qui est soit ancienne par rapport à des choses très différentes, n'ont rien à voir avec ce thème, soit une espèce de difficulté à supporter la différence de l'autre. Probablement que c'est quelqu'un dont on n'a pas supporté la différence. C'est très possible également, qui n'a pas été accepté tel qu'il était et qui reproduit avec moi ce que lui-même a subi. C'est une voie d'entrée très possible, très plausible. Très souvent, les gens font avec nous ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Voilà. Donc, il est tout à fait possible que cet ami ait malheureusement été rejeté pour des positions qu'il a occupées enfant, des mots qu'il a dit qui n'ont pas plu, des attitudes qui n'ont pas plu, et que ça n'a pas été digéré. C'est tout à fait une voie d'entrée possible. Donc, elle est très personnelle et familiale, cette voie d'entrée à ce moment-là. L'autre voie d'entrée, c'est que cet ami a été paramétré socialement par ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il a été formaté
par un marketing quelconque qui a inséré en lui l'idée que ce magasin était un magasin de grande qualité et voire indispensable à fréquenter. De la même manière que chacun d'entre nous peut être complètement formaté pour prendre une bouteille colorée en vert dans un magasin parce que c'est soi-disant écologique le vert. Voilà. Et donc on va prendre une bouteille de produits d'entretien peinte en vert parce que dans notre mental, ça a été paramétré comme ça par l'ingénierie sociale et le marketing, que c'est ça l'écologie, c'est la couleur verte. Donc là, il est possible que cet ami son cerveau a été paramétré par des publicités variées, vantant la qualité de ce magasin, de telle manière qu'il en est complètement convaincu. Et du coup, étant complètement convaincu de la qualité de ce magasin, le fait qu'un ami émette le moindre doute sur un produit de ce magasin éveille en lui quoi? Ce que l'ingénierie sociale a mis en lui, c'est-à-dire le processus de rejeter tous ceux qui émettent le moindre doute sur le produit vendu dans ce magasin qui s'appelle des bananes. Et du coup, il ne fait qu'à ce moment-là, du coup, ce n'est pas du tout familial, hein, ça peut fonctionner sans relais familial ni personnel, hein. Malheureusement, nous sommes des animaux très plastiques. Il ne fait à ce moment-là que être le bras armé de ce système de programmation sociale, de cette publicité, de ce marketing qui lui a dit ce magasin est indispensable, hein, c'est le meilleur magasin de la planète et les bananes sont succulentes. Et d'ailleurs, si tu n'en manges pas, tu vas mourir peut-être, hein. On ne sait jamais, ça peut aller jusque-là, la programmation du marketing et de l'ingénierie sociale. Donc du coup, si un ami met le moindre doute sur une banane, qu'est-ce qui est en jeu? Bah, sa vie. Voilà. Donc voilà les deux modes d'entrée de ce glissement sémantique potentiel, selon moi, qui peut déboucher sur des manipulations psychologiques. Alors pourquoi manipulation psychologique? Parce que B, la personne qui répond, qui est jouée par mon ami Laurent, est manipulée à son insu, ou par la famille, ou par le social. Mais la personne qui a émis sa phrase peut être aussi manipulée à son insu. Pourquoi? Parce que elle peut tout à fait se sentir coupable d'avoir osé émettre un doute sur la qualité de ces pauvres bananes. Elle peut se sentir dévalorisée, se mettre à s'excuser en sortant du magasin en disant «Ah, je suis désolé, effectivement, tu as raison, ces bananes doivent être bonnes. Non, non, je vais en acheter quand même, je vais en acheter» et se mettre à en acheter. Pourquoi? Pour garder le contact, pour garder la relation avec son ami quand même. On n'est pas à une banane près, hein. Pour garder les relations avec un copain, il faut bien acheter 1 kilo de bananes. Ça ne mange pas de pain, si j'ose dire, d'acheter 1 kilo de bananes pour rester copain. Donc, la personne peut être elle aussi manipulée et se laisser manipuler par la peur de la séparation, la peur du conflit, la peur de la dévalorisation. En fait, elle ne se donne même pas le droit de douter de la qualité de ces malheureuses bananes qu'il y a dans le magasin. Voilà. Donc voilà, globalement, évidemment, je ne dis pas que j'ai fait le tour, hein, c'est sûrement plus complexe que ça, mais je voulais partager ça parce que ça m'arrive très souvent dans ma vie courante de dire des choses et que ce que je dis soit transformé, ce qui est fort désagréable, avec des glissements sémantiques et suivi d'un enfermement et une désignation de ce que je suis qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai dit. Donc c'est très désagréable. Donc soit on laisse passer, soit on entre dans du conflit, de la tension ou de l'explication. À chacun son choix. Et je voulais partager ça, que chacun d'entre vous a probablement vécu. Alors, as-tu un commentaire là-dessus, en entendant tout ça, Laurent? Moi, ce qui me parlait beaucoup, je prenais des exemples avec des grandes marques, tu sais, des marques qui sont très très fortes. C'est-à-dire que s'il y a pas, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup là-dessus. Tu prends des grandes marques de techno, par exemple Apple ou Google, ou Oui, des marques de luxe, mais des marques qui oui, sont très affirmées. Et en fait,
beaucoup de personnes deviennent des fans et deviennent finalement des émissaires de ces marques-là. Et le fait Ouais, de donner juste une petite critique sur un aspect d'un produit de la marque, donc c'est un petit peu l'évolution que tu décrivais, c'est comme oui, si c'était entendu comme une remise en question de toute la marque. Et là où je ferai un lien peut-être, en tout cas moi j'y vois un lien entre tes deux aspects là, familial et marketing, c'est une notion de sécurité, de socle de sécurité, de cadre de sécurité. Oh là là, si on remet en question mes croyances sur cette marque-là, alors mon cadre de sécurité est mis à mal. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça touche presque à mon identité. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses autour de ça. Je ne sais pas si ce que ça peut mhm. évoquer en toi. Oui, et je compléterai en disant que le sentiment de sécurité est quelque chose de fondamental, hein, chez chacun d'entre nous. Et il peut être paramétré ou dans le milieu familial ou par des protocoles sociaux plus macro-sociaux, hein, des discours religieux, des discours politiques, des discours sociétaux, tout ça se recoupant. Donc, la sensation de sécurité est quelque chose d'extrêmement important pour chacun d'entre nous et surtout d'extrêmement manipulable, extrêmement manipulable. Et du coup, beaucoup de gens sont prêts à faire, j'ai envie de dire quasiment n'importe quoi pour se sentir en sécurité. Ouais, jusqu'à aller quasiment tuer un voisin pour un sentiment de sécurité, hein. Je pense que dans les situations de stress intense, comme dans les guerres, c'est évident. Et dans les situations moins intenses de stress social, ça peut en rester à de la délation, à des phénomènes d'enfermement chez soi. Mais je pense que malheureusement, chacun d'entre nous est prêt à aller très loin pour maintenir son sentiment de sécurité, effectivement. Sentiment de sécurité et aussi ce qui est lié, le sentiment d'appartenance. J'appartiens Oui, à cette marque, j'appartiens à ce groupe. Voilà, on le voit, oui, on le voit en ce moment avec la campagne politique qui démarre. D'un seul coup, il y a des camps qui se font et il y a des oppositions et moi j'appartiens à ce camp-là et pas à l'autre, etc. Et, oui, je pense que ça relève aussi de la sécurité, de l'identité aussi. Qui suis-je si je suis nulle part? Qui suis-je si je n'appartiens à rien? oui, Je pense que c'est des peurs très primaires, enfin presque bestiales, quoi. oui, oui. Là où aujourd'hui, j'attirais l'attention sur les phénomènes de glissement sémantique, spécifiquement, parce que ça, c'est les problèmes de sécurité et d'insécurité sont pas toujours corrélés à je pense, à des phénomènes de glissement sémantique, hein. Mais là, je voulais parler de ça parce que c'est du quotidien. Chacun d'entre nous, on n'est pas tous politisés, on n'est pas tous impliqués dans des groupes précis, à part la famille, mais par contre, chacun de nous discute, on parle. Et là, par contre, chacun peut facilement repérer, avec des amis, dans des discussions de famille même, hein, comment il y a des glissements sémantiques rapides. Un glissement sémantique étant un enfermement de l'autre et une négation de la vérité de ce qu'est l'autre, hein. Ça, par contre, on peut le repérer très, très facilement, hein, très, très facilement. Et c'est du quotidien. C'est vraiment du quotidien. C'est de la psychopathologie quotidienne, comme dirait Freud. La psychopathologie de la vie quotidienne. Transformer ce que tu dis, paf, en généralisant une partie, en enlevant une autre partie. On voit très bien ça également dans les médias. Alors ça, c'est le même principe dans les médias. Quand les médias prennent un aspect d'un phénomène ou un aspect d'un événement et vont le mettre la loupe sur cet aspect-là. Donc, premier phénomène, c'est segmenter l'événement, en prendre juste un morceau précis,
En général, pas n'importe lequel, selon la posture, c'est la posture du média. Ensuite, une fois qu'on a appris à ce segment, l'augmenter et l'amplifier. Donc, on passe d'un changement quantitatif dans les événements à un changement qualitatif. On va le grossir ou le minimiser, ça dépend des besoins. Voilà. Donc, on passe il y a un glissement dans les deux sens. Et là, par contre, c'est très conscient. Ce glissement sémantique, ce glissement lexical, ce glissement thématique, ce glissement de la focale de l'objectif de la caméra. Et tout ça menant évidemment dans un tunnel de compréhension qui est spécifique, qui est limité et qui est organisé. Donc ça, c'est classique, ce type de glissement dans les médias. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que, pour deux raisons. D'abord parce que les médias ne sont pas des instituts d'études approfondies. Donc, ils n'ont pas les moyens ni le temps d'étudier profondément des phénomènes. Donc, ils sont obligés de segmenter des morceaux. Et en segmentant des morceaux, ils sont obligés de proposer un discours et une vision partielle et donc partiale. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont quasiment tous engagés politiquement, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. S'ils sont achetés par des milliardaires, et leur édition, leur tribune est contrôlée, plus ou moins, ou s'ils sont orientés dans telle direction politique, ils ont un choix limité quant au droit de ce qu'ils peuvent aborder sur le plan thématique. Voilà. Et puis eux-mêmes sont programmés psychiquement pour s'intéresser à des thèmes plus qu'à d'autres. Dans la thématique médiatique actuelle, on sait très bien quels sont les thèmes prioritaires et quels sont les thèmes qui sont secondaires et ceux qui sont carrément oubliés alors qu'ils sont tout aussi importants sur la planète. Voilà. Donc, les médias sont des spécialistes du glissement de sens et ne parlent pas du réel. C'est pour ça que nous, en tant qu'individus, on a vraiment besoin d'avoir l'esprit ouvert sur beaucoup de médias qui soient libres, plutôt libres si c'est possible, en tout cas libres, c'est-à-dire n'étant pas sous contrainte éditoriale. Ça, c'est quand même très utile qu'on se donne la liberté de regarder partout. Et surtout maintenant, c'est possible avec Internet. Voilà. Donc, ces glissements de sens ont lieu dans plein d'endroits. Mais au quotidien, surtout, c'est pour ça que je voulais l'aborder sur le quotidien. Voilà. Et surtout, alors, peut-être pour terminer, un petit conseil à ceux qui écoutent. Si, après avoir vu cette vidéo, vous repérez que quand vous dites quelque chose, l'autre met en place un glissement sémantique en vous écoutant, un conseil, ne laissez pas faire. Arrêtez rapidement la discussion en disant « je n'ai pas dit ça ». Est-ce que tu as conscience que tu transformes ce que je dis? Je n'ai pas dit ça. Ne vous laissez pas se faire. Ne soyez pas passif avec les glissements sémantiques. Parce que sinon, si vous êtes passif, que va-t-il se passer? L'autre, si vous ne dites rien, va peut-être prendre ça pour une validation. Ah, j'ai des doutes sur ces bananes. Ah, tu n'aimes pas les fruits. Si je ne dis rien, ça peut valider dans le mental de l'autre qu'effectivement, je n'aime pas les fruits. Alors que si je dis, oh, stop, non, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai parlé uniquement des bananes et j'ai dit que j'ai des doutes. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas, j'ai dit que j'ai des doutes quand je les vois avec cette couleur-là. Donc, conseil d'amis, arrêtez immédiatement l'échange. Et l'autre avantage, c'est que ça va éduquer votre ami à être plus attentif à vous et à ce que vous dites. Voilà. Donc, à vous respecter. Donc, vous vous respectez vous-même. Vous invitez votre ami à vous respecter. Voilà. Donc, c'est le conseil du jour à propos de cette thématique.